Les parents m'ont appelé un gaspillage de frais de scolarité et se sont moqués de mes rêves. Des années plus tard, papa a lu un prestigieux journal médical. En voyant le nom de la chercheuse principale, ses mains ont tremblé, c'est son nom. Les parents m'ont appelé un gaspillage de frais de scolarité et se sont moqués de mes rêves. Des années plus tard, papa a lu un prestigieux journal médical. En voyant le nom de la chercheuse principale, ses mains ont tremblé. C'est son nom. Mon nom est Cassandra, bien que la communauté médicale me connaisse maintenant sous le nom de Dr Davis. J'ai 26 ans et je suis chercheuse clinique principale en oncologie ciblée. Mais avant de vous raconter comment je me suis retrouvée sur la couverture du journal médical le plus prestigieux du monde, je dois vous ramener à une soirée glaciale de mardi dans une riche banlieue de Chicago. Je dois vous ramener au moment exact où ma famille m'a regardé dans les yeux et a décidé que je n'étais rien. Il y a 4 ans, j'avais 22 ans. J'étais debout dans la cuisine de ma maison d'enfance. L'air dans cette maison semblait toujours lourd, parfaitement climatisé et sentant légèrement l'agneau rôti cher et le vin rouge vieilli. Mon père, Grégory, était assis en bout de l'immense îlot en granit. C'était un homme qui portait son autorité d'entreprise comme un lourd manteau d'hiver, étouffant toujours tout le monde autour de lui. Il était penché sur un carnet de chèques en cuir impeccable, tenant un stylo plume en argent. Assis en face de lui se trouvait mon frère aîné, Bradley. Bradley portait un sweatshirt universitaire impeccable, ayant l'air bien reposé, suffisant et totalement imperturbable face au volume impressionnant de richesse qu'on lui remettait. Il ressemblait à un prince attendant sa couronne. Ma mère, Cynthia, se tenait derrière Bradley, posant ses mains parfaitement manucurées sur ses épaules, rayonnant pratiquement de fierté maternelle. Grégory a signé son nom avec une fioriture violente et dramatique, et a arraché le chèque du carnet. Il l'a tendu à Bradley à travers le granit. C'était un chèque de 85 000 $. Il devait couvrir les frais de scolarité prémédicaux d'élite de Bradley et ses frais de subsistance pour l'année. Il n'y a eu aucune hésitation. Il n'y a eu aucune discussion sur les taux d'intérêt ou les plans de remboursement. Dans notre famille, Bradley était l'enfant prodige. Il était le génie désigné, l'investissement qui, selon mes parents, garantirait leur héritage et leur donnerait des droits de vantardise infinis dans leur club de campagne exclusif. Je me tenais près de l'évier en acier inoxydable, serrant une fine pile de papier contre ma poitrine. C'était une demande de prêt étudiant standard pour le programme de biochimie de l'Université d'État. Je ne demandais pas l'aumône. Je ne demandais pas une fraction des 85 000 $ qu'il venait de remettre à mon frère. J'avais déjà obtenu une aide financière partielle. Tout ce dont j'avais besoin de Grégory et Cynthia était une simple signature. J'avais juste besoin d'un garant pour que la banque traite le prêt. J'assumerais toutes les dettes. Je travaillerais pour rembourser chaque centime. Tout ce dont j'avais besoin, c'était qu'il croie juste une seconde que je valais l'encre de ce stylo en argent. J'ai regardé les mains de Bradley alors qu'il pliait l'énorme chèque. Ses mains étaient douces, sans défaut et pâles. Elles n'avaient jamais connu un jour de travail manuel réel. J'ai baissé les yeux sur mes propres mains. Mes articulations étaient sèches à force de faire la vaisselle et de faire des petits boulots dans le commerce de détail juste pour pouvoir m'offrir mes manuels. C'était la hiérarchie de notre famille mise à nu sous l'éclairage encastré vif de la cuisine. L'argent n'était pas seulement une monnaie pour Grégory et Cynthia. L'argent était un outil de contrôle absolu, et c'était leur principale mesure de l'amour. S'ils vous finançaient, vous comptiez. S'ils ne le faisaient pas, vous étiez invisible. J'ai pris une grande inspiration, luttant contre le serrement dans ma gorge. Je me suis avancé et j'ai posé ma demande de prêt sur le comptoir en granit, juste à côté de la tasse de café vide de Grégory. J'ai gardé ma voix stable, professionnelle, presque suppliante mais refusant de mendier. Je lui ai dit que la date limite pour le bureau d'aide financière était vendredi. Je lui ai dit que s'il signait juste en bas de la page, je m'occuperais d'absolument tout le reste. Je ne le dérangerai plus. Grégory n'a même pas pris le stylo. Il n'a pas regardé les documents méticuleusement remplis. Il n'a pas regardé ma moyenne générale ni la liste des cours de placement avancés que je m'étais tant battu pour terminer. Il a simplement regardé la demande de prêt pendant un long et terrible moment, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il ressemble à un poids physique appuyant sur ma poitrine. Au lieu de tendre la main vers son stylo, Grégory a mis la main dans la veste de son costume sur mesure. Il a sorti un morceau de papier glacé aux couleurs vives qui avait été plié en 3. Il l'a placé directement sur ma demande de prêt, couvrant mon nom soigneusement dactylographié,
et l'a repoussé sur le comptoir en granit lisse vers moi. J'ai baissé les yeux. C'était une brochure. La couverture présentait une femme souriant de toutes ses dents tout en tenant un sèche-cheveux et une brosse ronde. Les lettres roses vives en haut disaient « Académie avancée de cosmétologie et d'esthétique ». J'ai fixé les lettres roses. Mon cerveau luttait pour traiter l'audace absolue de l'insulte. Je lui ai demandé, ma voix dépassant à peine un murmure, ce que cela était censé signifier. Grégory a croisé les mains sur la table, s'est penché en arrière dans sa chaise coûteuse et m'a regardé avec des yeux si froids qu'il pourrait geler de l'eau. Il a dit, et je me souviendrai de ces mots jusqu'au jour de ma mort, tu es un gaspillage de frais de scolarité, Cassandra. La science exige un certain calibre d'intellect. Bradley là. Toi, absolument pas. Nous n'allons pas faciliter un fantasme ridicule qui se terminera par ton abandon et la ruine de ma cote de crédit quand tu échoueras inévitablement. J'ai regardé désespérément ma mère. Je pensais que Cynthia allait sûrement intervenir. Je pensais qu'une mère interviendrait et empêcherait son mari d'écraser l'esprit de sa fille. Mais Cynthia a juste penché la tête et m'a offert un petit sourire condescendant qui dégoulinait de fausse douceur. Elle a tapoté l'épaule de Bradley et a murmuré que la cosmétologie était une carrière parfaitement douce pour une fille avec mes limites spécifiques. Elle m'a en fait dit que j'avais toujours été si doué pour tresser les cheveux pour les bals du lycée, alors pourquoi me forcer dans un environnement académique stressant où je ne pouvais tout simplement pas rivaliser. De l'autre côté de la table, Bradley a laissé échapper un petit sourire arrogant. Il n'a pas dit un seul mot. Il n'en avait pas besoin. Il a juste pris son verre d'eau pétillante et a bu une gorgée, appréciant le spectacle. À ce moment précis, quelque chose de fondamental a changé dans mon cerveau. Les gens qui grandissent dans des foyers sains et solidaires me demandent souvent pourquoi je n'ai pas crié. Ils demandent pourquoi je n'ai pas pleuré ou renversé la table ou jeté la brochure rose à la figure suffisante de Grégory. Mais quand vous grandissez dans une dynamique familiale fortement narcissique, vous apprenez rapidement que se disputer nécessite une réalité partagée. Mes parents et moi ne partagions pas une réalité. Ils vivaient dans une illusion entretenue où Bradley était un roi et moi une paysanne destinée à servir son ombre. Les larmes que je verserais ne seraient utilisées que comme preuve que j'étais trop émotive et instable pour la science. Toute colère que je montrerais serait transformée en arme pour justifier leur cruauté. Alors je n'ai pas pleuré. La colère qui inondait mes veines était beaucoup trop froide pour des larmes. C'était une fureur silencieuse et calculatrice. J'ai ramassé la brochure rose. J'ai ramassé ma demande de prénom signée. Je me suis retourné et j'ai monté les escaliers recouverts de moquettes jusqu'à ma chambre. J'ai sorti 2 sacs de sport en toile du fond de mon placard. J'ai emballé mes vêtements d'hiver lourds, mes articles de toilette de base, mes manuels de sciences et le bocal en verre contenant les quelques centaines que j'avais économisés en pliant des pulls au centre commercial. Je n'ai pas écrit de mots d'adieu dramatiques. Je n'ai claqué aucune porte. J'ai descendu l'escalier arrière et je me suis glissé par la porte de la cuisine dans le vent glacial et mordant de l'hiver de Chicago. Je me suis éloigné du filet de sécurité de 85 000 $ et je suis entré dans l'inconnu absolu et terrifiant. J'ai trouvé un endroit où vivre à la périphérie industrielle de la ville. C'était une petite pièce sans fenêtre située directement au-dessus d'une entreprise de nettoyage à sec commercial. Le loyer était bon marché, mais l'air à l'intérieur de cet appartement était épais et sentait toujours légèrement l'amidon industriel chaud, les gaz d'échappement et le détergent bon marché. Il n'y avait pas d'îlot en granit. Il n'y avait pas de climatisation. Le radiateur claquait violemment au milieu de la nuit, et les lames du plancher penchaient vers la gauche. Mais alors que je posais mes 2 sacs de sport sur le sol en linoléum éraflé, j'ai ressenti un étrange et profond sentiment de paix. Cette boîte humide et sans fenêtre était le tout premier espace de toute ma vie qui n'appartenait pas à Grégory et Cynthia. Il était entièrement à moi. Pour payer cette chambre et amasser assez d'argent pour finalement payer mes propres frais de scolarité, j'ai pris un emploi d'assistante junior dans un salon de coiffure haut de gamme et au rythme effréné du centre-ville. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon père avait glissé une brochure d'école de beauté sur le comptoir pour détruire mes rêves. Mais j'allais utiliser cette industrie exacte comme tremplin pour financer ma survie. La réalité de ce travail était brutale. C'était une corvée physique qui testait chaque once de mon endurance. 6 jours par semaine, je restais debout pendant 9 heures d'affilée. Il n'y avait pas de pause pour s'asseoir. Mon travail consistait à faire en sorte que les stylistes fortunés continuent d'avancer. Je balayais des montagnes interminables de cheveux jetés sur le sol carrelé.
Je me tenais devant les lavabos en céramique profonde pour laver l'excès de teinture et le révélateur chimique lourd du cuir chevelu de femmes qui portaient des sacs à main qui coûtaient plus cher que toute mon année de loyer. Au cours du premier mois, mes mains étaient méconnaissables. Elles étaient perpétuellement tachées et légèrement meurtries de violet par les teintures capillaires foncées. L'eau de javel synthétique dure et l'exposition constante et répétitive à l'eau bouillante ont fait craquer et saigner la peau autour de mes cuticules. Je portais de petits pansements dans la poche de mon tablier pour envelopper mes doigts afin de ne pas saigner sur les serviettes blanches immaculées. L'épuisement physique était une couverture lourde et étouffante qui s'installait sur mes épaules vers 17 h chaque après-midi. Le bas de mon dos me faisait mal avec un battement sourd et constant. Mes pieds gonflaient dans mes baskets noires bon marché. Mais chaque fois que j'avais envie de m'effondrer contre le mur arrière du placard à fournitures, je pensais aux mains douces de Bradley tenant cet énorme chèque. Je pensais aux yeux froids de Grégory me disant que j'étais un gaspillage d'espace. J'ai appris à endurer la douleur parce que chaque dollar que je gagnais était une brique que je posais pour ma propre fondation. J'étais complètement coupé. Je n'avais pas de fonds en fiducie, pas de carte de crédit d'urgence et pas de filet de sécurité pour me rattraper si je tombais. Si je ne pouvais pas payer le loyer, je serais à la rue. Ce genre de pression vous écrase en poussière ou vous comprime en diamant. J'ai décidé que j'allais être le diamant. Je récoltais mon salaire minimum horaire, mais le véritable argent résidait dans les pourboires en espèces que les clientes fortunées glissaient dans la poche de mon tablier après un bon massage du cuir chevelu. J'amassais ces billets froissés de 5 et de 10 dollars dans une vieille boîte à chaussures sous mon matelas. Je n'achetais pas de nouveaux vêtements. Je mangeais des nouilles instantanées bon marché et du riz en vrac. Chaque goutte d'eau de javel qui brûlait ma peau, chaque ampoule sur mon talon n'était que la monnaie brute que j'échangeais contre mon indépendance. Je construisais une forteresse et je le faisais entièrement dans le noir. La partie la plus difficile du travail au salon du centre-ville n'était pas la douleur physique. C'était la guerre psychologique face à la clientèle. Parce que c'était un établissement haut de gamme, il attirait exactement la tranche démographique de femmes avec lesquelles ma mère passait ses journées à faire des commérages au club de campagne. Il n'a pas fallu longtemps pour que le cercle social de Cynthia me trouve. Cela a commencé un jeudi après-midi très occupé. J'ai été appelé à la station de lavage pour préparer une cliente pour un brushing. Alors que je drapais la lourde cape imperméable sur ses épaules et inclinais doucement sa tête en arrière dans le bol en céramique, elle a regardé mon visage. La reconnaissance a brillé dans ses yeux, suivie instantanément par un regard de profonde pitié mal dissimulée. C'était une femme qui assistait fréquemment aux barbecues estivaux de mes parents. « Cassandra » a-t-elle demandé, la voix dégoulinante de sympathie artificielle. « Oh, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici ?»« À travailler avec tes mains. » J'ai senti mon estomac se nouer, mais j'ai gardé mon visage totalement impassible. J'ai ajusté la température de l'eau, m'assurant qu'elle était parfaitement chaude. Je lui ai dit que je travaillais à temps plein pour subvenir à mes besoins. Elle a laissé échapper un soupir dramatique, le genre qui était censé paraître bienveillant, mais qui était en fait profondément condescendant. « Ta pauvre mère » a murmuré la femme, fermant les yeux alors que je commençais à masser le shampoing coûteux dans ses racines. « Cynthia a le cœur brisé que tu aies choisi cette voie. Mais elle est tellement fière de Bradley. As-tu entendu? Il réussit exceptionnellement bien dans son programme de pré-médecine. La charge de cours est tout simplement punitive, mais un esprit brillant comme le sien l'absorbe tout simplement. C'est une telle bénédiction pour tes parents d'avoir un médecin dans la famille. » J'ai enfoncé mes doigts un peu plus profondément dans son cuir chevelu, me concentrant uniquement sur le mouvement mécanique du frottement. Je pouvais sentir la chaude brûlure de l'humiliation monter dans ma poitrine. Cynthia avait complètement réécrit l'histoire. Elle racontait à ses amis fortunés que j'avais obstinément choisi de m'enfuir pour laver des cheveux, omettant complètement la partie où il refusait de signer un simple morceau de papier et se moquait de mon intellect. Elle utilisait mon travail exténuant pour rendre le parcours académique prétendument élitiste de Bradley encore plus impressionnant en comparaison. Ces femmes venaient, s'asseyaient sur mon fauteuil et m'offraient de petits sourires polis pleins de fausses inquiétudes. Elles posaient des questions indiscrètes sur mes conditions de vie, puis laissaient tomber avec désinvolture de lourdes allusions sur la fierté de tout le quartier pour mon frère, l'enfant prodige. Elle voulait que je me sente petite. Elle voulait que je baisse la tête et que j'accepte ma place au bas de l'échelle sociale. Mais je refusais de leur donner cette satisfaction. Je souriais simplement, un sourire d'un calme et d'une politesse terrifiant. Je rinçais la mousse de leurs cheveux, enveloppais leur tête dans des serviettes chaudes et hochais la tête.
Je l'ai laissé penser ce qu'elle voulait penser. Je l'ai laissé croire que Grégory avait raison de dire que j'étais un échec parce que je savais quelque chose qu'elles ignoraient. Je savais qu'au moment où mon atroce quart de travail de 9 heures se terminerait, j'allais retirer mon tablier taché d'eau de Javel, laver la teinture de mes mains et entrer dans ma vraie vie. Quand mon quart de travail au salon se terminait, je ne rentrais pas chez moi pour me reposer. Je prenais un bus de ville bruyant et bondé à travers la ville et j'entrais dans la lumière fluorescente dure du bâtiment des sciences du collège communautaire local. J'utilisais les pourboires en espèces des femmes au foyer fortuné pour payer chaque cours du soir de chimie avancée et de biologie cellulaire que le collège offrait. Les cours du soir étaient un monde complètement différent. Les laboratoires exigus sentaient légèrement la vieille cire pour sol et le formaldéhyde. Les étudiants assis à côté de moi n'étaient pas des jeunes portant des sweatshirts universitaires impeccables payés par des pères riches. C'étaient des gens exactement comme moi. C'étaient des mères célibataires, des magasiniers et des techniciens médicaux qui sortaient tout juste de quart de travail double. Nous avions tous les pieds meurtris, des cernes sous les yeux et une faim silencieuse et désespérée de changer nos vies. Il y avait des nuits où l'épuisement total m'a presque brisé. Je me souviens m'être assise au dernier rang pendant une conférence complexe sur la synthèse moléculaire. La voix du professeur se brouillait en un bourdonnement sourd. Mes paupières me semblaient être faites de plomb. Dans ces moments de faiblesse, le fantôme de la voix de mon père résonnait dans mon esprit. Je pouvais entendre son ton froid et retentissant me dire que j'étais dépassé, que ma place était à la station de lavage, que mon cerveau n'était tout simplement pas fait pour la rigueur de la science. Je me mordais l'intérieur de la joue jusqu'à ce que je sente le goût du sang juste pour me forcer à rester éveillé. J'utilisais le souvenir de cette brochure de cosmétologie rose comme de l'adrénaline pure et non filtrée. Le tournant s'est produit au cours de mon 2e semestre. Je suivais un cours de chimie organique avancé enseigné par une femme incroyablement sévère qui faisait échouer la moitié de ses étudiants simplement parce qu'elle refusait de baisser ses normes académiques. Elle a rendu nos examens de mi-session un mardi soir pluvieux. La moyenne de la classe était de 54. Quand elle a rendu ma copie, l'encre rouge en haut indiquait 99 sur 100. Elle m'a demandé de rester après le cours. Je me tenais près de son bureau, serrant nerveusement mon sac à dos, terrifié à l'idée d'avoir fait quelque chose de mal. Elle n'a pas souri. Elle ne m'a pas offert d'éloge fleuri et vide. Elle a simplement regardé ma copie d'examen, puis m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé ce que je faisais sur Terre à perdre mon temps dans un collège de 2 ans. Elle m'a dit que ma compréhension spatiale des structures moléculaires complexes était plus pointue et plus intuitive que la plupart des étudiants diplômés qu'elle avait enseigné de toute sa carrière. Je lui ai dit que j'économisais de l'argent pour être transféré. Elle a sorti un morceau de papier à en-tête officielle du collège de son tiroir de bureau sur le champ. Elle m'a dit que je n'allais pas attendre. Elle m'a écrit une lettre de recommandation élogieuse et agressive pour le système universitaire d'État. C'était la toute première fois de mes 23 ans de vie qu'une figure d'autorité regardait mon esprit et voyait une brillance absolue au lieu d'un fardeau. Ce fut le moment où la validation externe a finalement percé à travers les années de manipulation psychologique de ma famille. 2 années atroces après avoir quitté la maison de mes parents, le paysage de ma vie a radicalement changé. J'avais 24 ans. J'avais maintenu une moyenne parfaite de 4.0 tout au long de chaque prérequis avancé que le collège communautaire m'avait imposé. J'ai soumis mes demandes de transfert en contournant la filière de biologie standard et en postulant directement pour le programme accéléré de biochimie à l'université d'État. J'ai également pris un risque énorme et soumis une demande secondaire pour une place de recherche de premier cycle très compétitive dans leur célèbre département d'oncologie. 1 mois plus tard, je me tenais dans le couloir étroit et mal éclairé à l'extérieur de mon appartement au-dessus du pressing. Je tenais une enveloppe épaisse et lourde portant l'écusson officiel de l'université d'État. Mes mains gercées et calleuses tremblaient tellement que je pouvais à peine déchirer le papier. J'ai sorti les documents. La première page était mon acceptation formelle dans le programme de biochimie, mais c'est la 2e page qui a fait flancher mes genoux. Je me suis laissé glisser le long du papier peint qui se décollait et je me suis assise sur le sol en linoléum bon marché. C'était une lettre du bureau d'aide financière. En raison de mon dossier universitaire impeccable et de la recommandation agressive de mon professeur, j'avais obtenu une bourse d'excellence complète et exhaustive. Mes frais de scolarité étaient entièrement couverts. Le fardeau financier qui m'avait maintenu enchaîné au lavabo du salon était complètement levé. Caché derrière le document de la bourse se trouvait une seule feuille de papier impeccable du chef du laboratoire d'oncologie. Sur des centaines de candidats, ils avaient choisi exactement 3 assistants de recherche de premier cycle.
J'étais l'une d'entre eux. Je me suis assise sur ce sol sale et j'ai pressé les papiers contre ma poitrine. J'ai pleuré pour la première fois en 2 ans. Ce n'était pas l'aumône. Ce n'était pas un chèque écrit par un père arrogant. C'était une preuve scientifique tangible et indéniable que mon cerveau était puissant. J'avais financé ma propre réalité et j'avais gagné. Je n'ai pas appelé mes parents pour partager la nouvelle. Je n'avais pas adressé un seul mot à Grégory ou Cynthia depuis la nuit où j'étais parti. Mais 2 semaines avant le début du semestre d'automne, une carte épaisse et formelle est arrivée dans ma minuscule boîte aux lettres. C'était une invitation au dîner de Thanksgiving de Cynthia. Ce n'était pas un véritable rameau d'olivier. C'était une convocation. Il voulait un public. Il voulait parader le succès en pré-médecine de Bradley devant la fille qu'il supposait toujours en train de laver des cheveux pour le salaire minimum. L'ancienne Cassandra aurait jeté l'invitation et se serait cachée dans son appartement. Mais la nouvelle Cassandra, la fille qui détenait une bourse complète et un poste de recherche en oncologie, a ressenti une curiosité froide et calculée. J'ai décidé d'y aller. Je voulais m'asseoir à leur îlot en granit une fois de plus. Je voulais observer la dynamique toxique avec des yeux parfaitement clairs, armés de ma propre monnaie secrète, juste pour voir à quel point leur illusion dorée était vraiment fragile. Avant de vous emmener à l'intérieur de ce dîner de Thanksgiving explosif et de révéler le secret dévastateur que j'ai découvert sur mon frère génial, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous appréciez cette histoire de reprise de pouvoir, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous en me disant le nom de la ville d'où vous regardez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Merci beaucoup. Maintenant, retournons à la confrontation de Thanksgiving. L'air de novembre était d'un froid glacial lorsque j'ai garé ma berline cabossée dans l'allée bien entretenue de ma maison d'enfance. La maison avait exactement l'air dont je me souvenais, imposante, immaculée et conçue spécifiquement pour intimider quiconque n'appartenait pas au cercle social d'élite que Grégory et Cynthia vénéraient. Je suis entré à l'intérieur, et l'odeur immédiate de dinde rôtie et de farce coûteuse à la sauge m'a frappé comme un souvenir physique. La longue table à manger en acajou était dressée avec l'argenterie en argent massif que ma mère ne sortait que lorsqu'elle était déterminée à impressionner quelqu'un. Mon père était assis en bout de table, faisant lentement tourner un verre de vin rouge foncé, ayant tout l'air du patriarche distingué. À sa droite se trouvait Bradley, portant un pull en cachemire impeccable qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Il avait l'air bien reposé, arrogant, et ses mains étaient parfaitement manucurées, douces et sans défaut. Alors que je m'asseyais en face de lui, j'étais intensément consciente de mes propres mains. Mes articulations étaient sèches et une légère ombre de teinture capillaire s'accrochait encore à l'ongle de mon pouce gauche malgré mon récurage agressif au salon plus tôt ce matin-là. Pendant les 40 premières minutes du dîner, j'ai été pratiquement invisible. Toute la conversation était une performance orchestrée centrée entièrement sur Bradley. Il tenait la cour, se plaignant théâtralement des exigences épuisantes de ses laboratoires de chimie organique de l'Ivy League. Il a utilisé un jargon médical lourd, glissant avec désinvolture des mots comme synthèse et titrage dans ses histoires pour paraître autoritaire aux yeux de mes parents. Cependant, en moins de 5 minutes, je l'ai remarqué mal prononcer un terme de base lié à l'apoptose cellulaire. N'importe quel étudiant de première année en biologie l'aurait remarqué, mais mon père hochait simplement la tête avec une profonde fierté révérencieuse. Bradley s'est penché en arrière dans sa chaise et a soupiré de façon dramatique. Il nous a dit que la pression était immense et que les professeurs de l'université Johns Hopkins s'attendaient à un calibre d'intellect que la plupart des gens ne pouvaient tout simplement pas soutenir. Ma mère lui a tapoté le bras, les yeux brillants de larmes de fierté, lui disant qu'il portait l'héritage familial. Mon père a levé son verre de vin dans un toast silencieux à son brillant fils. Puis ses yeux ont dérivé à travers la table et se sont posés sur moi. La chaleur de son expression a disparu instantanément, remplacée par cette froideur calculatrice familière que j'avais connue toute ma vie. Il a regardé mon pull délavé et les légers cernes sous mes yeux. Il a posé ses coudes sur la table et m'a offert un sourire moqueur et cruel. Il m'a demandé de leur parler de mon propre programme rigoureux. Il a ricané, me demandant si j'avais appris de nouvelles techniques de mèche fascinantes ou maîtrisé la science complexe du brushing parfait. Bradley a gloussé dans une serviette en soie, et ma mère a baissé les yeux vers son assiette, faisant semblant d'être mal à l'aise tout en appréciant clairement l'humiliation. L'ancienne Cassandra aurait senti sa gorge se serrer. L'ancienne Cassandra aurait baissé les yeux et absorbé l'insulte comme s'il s'agissait d'une taxe valide pour exister, mais je suis juste resté là,
mâchant ma dinde en silence. Je sentais le poids de mon sac fourre-tout en cuir reposer contre ma cheville sous la table. À l'intérieur de ce sac se trouvait ma lettre officielle de bourse d'excellence et mon contrat d'assistante de recherche du laboratoire d'oncologie de l'Université d'État. C'était un morceau de papier qui prouvait que j'entrais dans un monde que Bradley faisait seulement semblant de conquérir. J'ai regardé la satisfaction suffisante sur le visage de mon père et j'ai réalisé à ce moment précis qu'il ne voulait pas que je réussisse. Si je réussissais, cela menacerait le récit qu'ils avaient construit autour de leur enfant prodige. Ils avaient besoin que je sois l'échec pour que Bradley puisse ressembler au génie. Le silence n'était plus un signe de défaite pour moi. C'était un bouclier tactique. Je lui ai dit d'une voix égale et calme que j'apprenais beaucoup. Il s'est moqué et m'a dit de ne pas m'épuiser, retournant son attention aux histoires fabriquées de Bradley. J'ai su alors que je n'allais plus jamais me battre pour une place à leur table. J'étais déjà en train de construire la mienne. 6 mois se sont écoulés dans un cycle épuisant de cours magistraux, de quarts de travail en laboratoire et de sessions d'études tard dans la nuit. Fin octobre, la météo de la Nouvelle-Angleterre est devenue brutale. Un gel mordant s'est installé sur la ville, et les murs minces et non isolés de mon appartement au-dessus du pressing n'offraient aucune protection contre le froid. J'ai réalisé que j'avais désespérément besoin des manteaux de laine lourds que j'avais laissés au fond de mon placard d'enfance quand je m'étais enfui. J'ai choisi un mardi après-midi pour les récupérer, sachant que mon père serait à son cabinet d'entreprise et que ma mère serait à son déjeuner de charité hebdomadaire. Je voulais juste me faufiler, prendre mes vêtements et partir avant que quiconque ne remarque que j'étais là. J'ai conduit ma berline cabossée dans la riche banlieue, ressentant le contraste saisissant entre ma réalité crasseuse et leur monde immaculé. J'ai utilisé mon ancienne clé en laiton pour déverrouiller la porte d'entrée et la maison ressemblait à un musée. Silencieuse, immaculée et entièrement creuse. Je suis entré dans la cuisine, me dirigeant vers les escaliers arrière. En passant devant l'îlot en granit où mon père m'avait remis cette brochure d'école de beauté, je me suis arrêté. Sur la pierre polie se trouvait une pile de courriers désorganisés. Mes parents étaient généralement méticuleux concernant leur correspondance, mais cette pile était éparpillée, comme si quelqu'un l'avait claquée là dans une hâte frénétique. Une enveloppe se détachait près du bord. C'était du papier Bristol crème épais portant l'écusson officiel de l'université Johns Hopkins. Elle était déchirée et la lettre était à moitié sortie. Je n'avais pas l'intention de fouiner, mais un tampon rouge vif en haut a attiré mon attention. Il disait « Renvoi académique ». Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai tendu la main et j'ai sorti le lourd parchemin de sa pochette, parcourant le texte clinique, précis et dévastateur. Bradley n'avait pas juste échoué à un seul cours. Il avait été placé en probation académique il y a plus d'1 an. Il avait échoué à 3 semestres consécutifs de cours fondamentaux de pré-médecine. Sa moyenne générale avait chuté en dessous du seuil institutionnel, et l'université mettait officiellement fin à son inscription. Je suis resté figé sur le parquet, lisant les détails du relevé de notes alors que la chronologie se mettait en place dans mon esprit. En novembre dernier, lors de ce dîner de Thanksgiving, quand Bradley se vantait des exigences exténuantes de ses laboratoires de l'Ivy League, il échouait déjà. Quand il était assis là à se plaindre du calibre de l'intellect requis pour survivre dans le monde élitiste de la médecine, il se noyait activement. Il avait construit une forteresse de mensonges juste là, à la table à manger, et mes parents avaient applaudi sa performance. Le génie était un fraudeur. Avant que je ne puisse digérer le choc, le bruit du moteur de la porte du garage a brisé le calme de la maison. Je n'ai pas eu le temps de remettre la lettre. La lourde porte reliant la cuisine au garage s'est ouverte, et Grégory est entré vêtu de son costume anthracite sur mesure, suivi de Cynthia serrant des sacs de courses de boutique. Ils se sont arrêtés net dans leur élan quand ils m'ont vu debout près de l'îlot avec la lettre de l'université à la main. Leurs yeux sont tombés sur l'écusson officiel sur le papier. Et pendant une seconde, j'ai pensé que la vérité allait enfin niveler le terrain de jeu. J'ai pensé que le poids écrasant de la réalité allait enfin briser le piédestal doré qu'ils avaient construit pour mon frère. J'étais profondément naïve. Grégory n'avait pas l'air honteux ou dévasté. Il avait l'air coincé. Et comme je l'avais appris il y a longtemps, un homme coincé comme mon père est dangereux. Il a laissé tomber sa mallette, a traversé la cuisine en 3 grandes enjambées et a arraché le parchemin de mes doigts si fort qu'il s'est déchiré dans le coin. Il a lissé le papier contre le granit, la mâchoire rigide et la respiration lourde. Il a exigé de savoir pourquoi je fouinais dans le courrier familial confidentiel, sa voix étant un grondement bas et menaçant.
Je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit la vérité, que son fils avait échoué. J'ai pointé le papier du doigt et je lui ai dit que Bradley ne faisait pas face à une pression immense. Il a été renvoyé. Je lui ai dit que Bradley avait échoué à 3 semestres consécutifs pendant qu'ils étaient occupés à se moquer de moi parce que je lavais des cheveux. C'est là que l'illusion s'est solidifiée en quelque chose de terrifiant. Grégory a redressé sa cravate en soie coûteuse et a construit un mur de briques de déni juste devant mon visage. Il a déclaré de son ton d'entreprise le plus autoritaire que Bradley gérait simplement une transition complexe. Il a en fait prétendu que la structure académique traditionnelle était beaucoup trop rigide pour un esprit visionnaire comme celui de son fils. Puis est venu le plus gros mensonge de tous. Il m'a dit que Bradley prenait un bref congé sabbatique pour lancer une entreprise biotechnologique innovante. Il m'a regardé dans les yeux et a dit que l'université manquait simplement de la vision nécessaire pour s'adapter à un étudiant entrepreneur comme Bradley. C'était un revirement époustouflant. Mon père prenait un échec académique catastrophique et le recadrait comme un acte de génie incompris. Il était prêt à financer un mensonge flagrant et coûteux plutôt que de reconnaître une seule vérité inconfortable. Cynthia s'est avancée alors, laissant tomber ses sacs de course sur le sol. Elle m'a regardé, non pas avec tristesse pour son fils, mais avec un mépris pur et non déguisé pour sa fille. Elle a sifflé que je ne pouvais pas attendre de trouver quelque chose à utiliser contre lui. Sa voix, qui dégoulinait généralement d'une douceur condescendante, était maintenant tranchante et cruelle. Elle m'a traité de médiocre et m'a accusé de nourrir une jalousie profondément enracinée envers Bradley depuis l'enfance. Elle a dit que j'étais venu dans leur maison sans y être invité juste pour démolir la seule personne de notre famille destinée à la grandeur. La pièce a légèrement basculé alors que la froide réalité m'envahissait. Aucune quantité de réussite de ma part ne l'emporterait jamais sur leur besoin désespéré de vénérer Bradley. S'il échouait, il réécrirait les règles du succès pour s'adapter à lui. Si je réussissais, ils ignoreraient complètement le jeu. Ils ne voulaient pas d'une fille qui pourrait rivaliser avec leur enfant prodige. Ils voulaient un bouc émissaire pour absorber ses ombres. J'ai réalisé alors que se disputer était inutile parce que nous ne partagions pas une réalité. Ils vivaient dans un fantasme organisé où Bradley était un roi et moi une paysanne. J'ai décidé à ce moment-là que j'en avais fini d'essayer de prendre d'assaut leur château. Je n'ai pas élevé la voix ni versé une seule larme. Je leur ai dit qu'ils pouvaient garder leur manteau d'hiver, je me suis retourné et j'ai franchi la porte d'entrée sans regarder en arrière. Je suis monté dans ma voiture froide, j'ai démarré le moteur et j'ai ouvert l'application de mon opérateur cellulaire. Avec quelques tapotements sur l'écran, j'ai demandé un changement permanent de mon numéro de téléphone. J'ai coupé le cordon numérique, effaçant leur capacité à me joindre à tout jamais. Je me suis éloigné des pelouses bien entretenues et je me suis dirigé vers l'horizon industriel granuleux de la ville. Je retournais au laboratoire, le seul endroit au monde où les faits comptaient plus que les lignées. La science ne ment pas, et j'étais sur le point de plonger si profondément dans la vérité que le monde médical tout entier n'aurait d'autre choix que d'apprendre mon nom. J'ai garé ma berline cabossée dans la structure de stationnement en béton derrière l'hôpital de recherche de l'Université d'État. L'enseigne aux néons lumineuses de la salle d'urgence illuminait le ciel sombre de novembre. J'ai franchi les portes coulissantes en verre, j'ai passé mon badge d'identification en plastique et j'ai pris le monte-charge jusqu'à l'aile de recherche en oncologie. L'air là-haut était différent. Ça sentait l'alcool stérile, les plaques de gélose et le désinfectant pour les sols. C'était une odeur froide et piquante, mais pour moi, c'était l'odeur d'un sanctuaire. J'ai échangé mon manteau contre une blouse de laboratoire blanche et je suis entré dans le laboratoire principal, une vaste étendue de tables en acier inoxydable, de centrifugeuses bourdonnantes et d'écrans d'ordinateurs lumineux. C'était le domaine du docteur Donovan. Elle était une pionnière de l'immunothérapie cellulaire ciblée, et l'être humain le plus exigeant que j'ai jamais rencontré. Le docteur Donovan était une femme à la fin de la cinquantaine avec des yeux gris perçants, une coupe au carré droite et l'habitude de porter des mocassins en cuir éraflé. Elle avait gravi les échelons dans un domaine médical dominé par les hommes il y a des décennies et n'avait aucune patience pour l'ego ou la fragilité. Elle ne se souciait pas du pédigré de la famille Davis ou du fait que Bradley était soi-disant un génie. Elle ne se souciait que de la précision, de la discipline et des données vérifiables. Au cours de ma première semaine, elle m'avait remis une pile imposante de résultats d'essais cliniques d'une étude pharmaceutique ratée et m'avait dit de trouver la faille dans la méthodologie. Il m'a fallu 3 jours à sauter des repas et à dormir sur un lit de camp étroit dans la salle de repos, mais j'ai trouvé l'erreur statistique enfouie au plus profond des données du groupe témoin.
Quand je lui ai remis mon rapport, elle l'a lu en silence, l'a jeté sur son bureau et a hoché la tête une fois. À partir de ce moment, elle m'a poussé plus fort que quiconque dans le département. Les 2 années suivantes sont devenues un flou de poursuites académiques et scientifiques implacables. Je vivais pratiquement à l'intérieur de ce laboratoire, travaillant en double quart, effectuant des analyses et enregistrant des réactions moléculaires. Quand les vacances d'hiver sont arrivées, je n'ai pas décoré de sapin ni assisté à des fêtes. J'ai passé la veille de Noël à cartographier des structures protéiques tout en mangeant des craquelins rassis d'un distributeur automatique. J'ai passé le jour de l'an à calibrer des microscopes électroniques. J'ai déversé chaque once du rejet, du renvoi et des comparaisons toxiques de mon enfance directement dans ces boîtes de pétri. Mes parents m'avaient dit que je manquais d'intellect pour ce monde. Alors, j'ai décidé d'en apprendre chaque micromillimètre. L'épuisement cuisant dans mes yeux et la douleur permanente dans le bas de mon dos étaient des insignes d'honneur. Notre projet principal se concentrait sur les cellules de lymphome résistantes, essayant de comprendre pourquoi certaines tumeurs agressives pouvaient repousser les attaques ciblées du système immunitaire. Le taux d'échec de nos expériences était stupéfiant et des semaines de préparation se terminaient régulièrement par des cellules mortes et des données inutiles. C'était un travail frustrant et fastidieux qui brisait le moral de nombreux étudiants diplômés. Mais j'étais immunisé contre ce genre de frustration. J'avais passé 2 décennies à vivre dans une maison où mon meilleur n'était jamais assez bon. Une expérience ratée dans un laboratoire n'était rien comparé à l'échec quotidien d'essayer de gagner l'amour de mon père. J'étais prête à rester dans ce laboratoire jusqu'à ce que les cellules révèlent leurs secrets. Alors que je m'enfouissais dans le monde microscopique de la recherche cellulaire, la distance entre ma vie et celle que mes parents fabriquaient pour Bradley est devenue un canyon vaste et infranchissable. Pendant que j'étais debout 12 heures par jour, mesurant méticuleusement des réactifs chimiques et documentant de minuscules changements dans les repliements des protéines, Bradley vivait une vie qui était entièrement performative. Je n'avais pas de vie sociale. Je n'avais pas de jours de congé et j'avais à peine assez d'argent pour couvrir mes courses de base. Mes mains n'étaient plus tachées d'eau de javel de salon, mais elles étaient calleuses à force de manipuler des pipettes microscopiques et des lames de verre stériles. Je m'épanouissais dans l'arène exacte où mon père jurait que je ne pourrais jamais survivre. De temps en temps, la curiosité l'emportait sur moi, et j'utilisais un ordinateur de la bibliothèque pour jeter un œil aux médias sociaux de Bradley, bien que je ne l'ai jamais fait à partir de mes propres comptes. Le contraste était nauséabond. Bradley publiait constamment des photos de déjeuners de réseautage haut de gamme dans des restaurants chers de la ville. Il publiait des photos de lui dans des costumes sur mesure, debout devant des espaces de bureaux aux murs de verre qui étaient clairement vides, accompagnés de légendes sur la perturbation du domaine biotechnologique et la culture de la débrouille. Il jouait le rôle d'un entrepreneur visionnaire et Grégory payait clairement la facture du costume. Il utilisait des mots à la mode de la médecine qu'il ne comprenait pas pour appâter les investisseurs en capital risque sur les sites de réseautage professionnel. Il avait l'air raffiné, couronné de succès et arrogant. Pendant ce temps, je dormais sur un lit de camp dans une salle de repos qui sentait le vieux café et l'ozone. Il était célébré pour un mensonge tandis que j'étais ignoré pour la vérité. Mais au fur et à mesure que j'accumulais des heures au laboratoire, j'ai réalisé que la science ne se soucie pas du marketing ou des costumes sur mesure. Vous ne pouvez pas bousculer une protéine pour changer sa structure, et vous ne pouvez pas faire jouer vos relations pour qu'une cellule tumorale meure. Les données sont soit là, soit elles n'y sont pas. Bradley construisait un monde de sable, et je pouvais voir la marée monter. Mes parents liquidaient leur retraite et contractaient des hypothèques secondaires pour financer le loyer de son bureau et ses déjeuners de luxe, pariant tout leur héritage sur un enfant qui avait été renvoyé pour échec académique. Ils se noyaient dans les conséquences de leur propre choix, mais ils refusaient de montrer la moindre fissure dans la façade. Grégory tenait toujours sa cour à son club de campagne, faisant tournoyer du bourbon cher et discutant des avancées médicales comme s'il était un père de l'élite scientifique. Il utilisait le langage de la médecine comme un accessoire pour gonfler son ego, ignorant allègrement que la fille qu'il avait rejetée était celle qui faisait réellement le travail qu'il admirait. Le poids psychologique de connaître la vérité alors qu'il vivait le mensonge était immense. Mais cela ne m'a fait que travailler plus dur. Je ne travaillais plus seulement pour un remède. Je travaillais pour m'assurer que lorsque leur château de cartes s'effondrerait finalement, ma fondation serait faite de pierre. La percée s'est produite un mardi soir tranquille fin mars. Le laboratoire était entièrement vide, à l'exception du bourdonnement rythmé bas du système de ventilation et du doux ronronnement des unités de réfrigération. L'horloge au mur indiquait exactement 3h14 du matin.
J'effectuais un dépistage de routine sur un nouveau lot de cellules résistantes que nous avions introduites à une enzyme expérimentale. J'ai préparé la lame de verre, je l'ai placée soigneusement sous le microscope électronique et je me suis penché en avant pour regarder à travers les doubles lentilles. J'ai ajusté le bouton de mise au point, amenant l'univers microscopique en relief net. Je m'attendais à voir la séquence habituelle, les cellules tumorales restant intactes, leurs parois extérieures rigides déviant l'enzyme synthétique tout comme elles l'avaient fait une centaine de fois auparavant. Mais l'image à l'écran était fausse. J'ai cligné des yeux, frottant mes yeux fatigués, et je me suis penché à nouveau. Les cellules ne faisaient pas que mourir. Les chaînes de protéines structurelles s'effilochaient dans une cascade rapide et séquentielle. Cela ressemblait à une fermeture éclair microscopique que l'on tirait depuis le centre. L'enzyme synthétique n'attaquait pas la paroi cellulaire de l'extérieur. Elle déclenchait un récepteur spécifique qui forçait la tumeur à démanteler ses propres défenses de l'intérieur vers l'extérieur. C'était un effet domino que personne dans notre département n'avait jamais théorisé, et encore moins documenté. Mon cœur a cogné contre mes côtes si fort que le bruit sourd rythmé a résonné dans mes oreilles, assourdissant le bourdonnement de l'équipement. Je me suis reculé du microscope et pendant une fraction de seconde, le fantôme de mon père est entré dans mon esprit. Sa voix retentissante murmurait que je faisais une erreur de débutante, que je n'étais qu'une décrocheuse d'école de beauté regardant un échantillon contaminé. Il m'a dit que mon cerveau n'était pas équipé pour comprendre la biochimie de haut niveau. J'ai refusé de laisser sa voix gagner. J'ai forcé ma respiration à ralentir et je me suis appuyé sur la froide et dure discipline que le docteur Donovan m'avait inculquée. Je me suis levé, j'ai marché vers la hotte de confinement stérile et j'ai préparé un deuxième échantillon à partir de zéro, mesurant chaque réactif avec une précision angoissante. J'ai placé la nouvelle lame sous l'objectif. Exactement la même séquence d'effilochage s'est produite. J'ai effectué l'analyse une troisième fois en utilisant un lot de contrôle entièrement différent juste pour éliminer toute possibilité de contamination. À 4 heures du matin, debout dans le laboratoire silencieux et lumineux, les données étaient indéniables. La voix était réelle. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone de la poche de ma blouse de laboratoire et faisais défiler jusqu'au numéro personnel du docteur Donovan. Appeler un chef de département avant l'aube était un moyen rapide de se faire renvoyer si l'urgence n'était pas réelle. Mais j'ai quand même appuyé sur le bouton. Elle a répondu à la 4e sonnerie, sa voix épaisse de sommeil et d'irritation. J'ai gardé ma voix stable et je lui ai dit qu'elle devait venir au laboratoire tout de suite. Je lui ai dit que les chaînes de protéines s'effilochaient de l'intérieur. Il y a eu une lourde pause à l'autre bout. L'irritation a disparu, remplacée par une concentration vive et intense. Elle m'a dit de ne pas toucher à l'échantillon et qu'elle quittait sa maison immédiatement. 20 minutes atroces plus tard, le docteur Donovan est entré à grands pas dans la pièce, portant un trench coat sur un pantalon de survêtement. Elle ne m'a pas dit un mot. Elle a marché directement vers le microscope et s'est assise. Je me tenais à un demi-mètre derrière elle, retenant mon souffle pendant 10 minutes entières pendant qu'elle examinait la lame et les taux de désintégration numérique. Finalement, elle s'est penchée en arrière et a enlevé ses lunettes de lecture. Elle s'est tournée pour me faire face, et l'expression sévère et impitoyable qu'elle portait habituellement avait disparu, remplacée par un respect calme et profond. Elle a murmuré mon nom, et a demandé si je comprenais ce que je venais de trouver. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a marché jusqu'au tableau blanc, a effacé notre emploi du temps hebdomadaire et a écrit le titre de notre nouveau sous-projet en lettres grasses. En dessous, elle a écrit chercheuse principale, suivi de mon nom. Elle m'a dit que j'avais trouvé la voie et vérifié la séquence. Et bien qu'elle guiderait les essais cliniques, c'étaient mes données. Je n'allais pas être effacé pour protéger un ego. J'étais élevé parce que mon travail l'avait mérité. Les 2 années suivantes ont été un marathon brutal et angoissant d'examens par les pairs et d'examens implacables. Lorsque vous prétendez avoir découvert une nouvelle voie qui force des tumeurs agressives à se démanteler elles-mêmes, le monde médical mondial exige une méthodologie sans faille. Nous avons subi des audits de biologistes indépendants et d'oncologues de haut niveau qui ont essayé de trouver la moindre marge d'erreur. Nous avons soumis nos données brutes et les paramètres de nos essais cliniques au conseil académique le plus impitoyable qui soit. Finalement, notre manuscrit a été accepté par le New England Journal of Medicine, le sommet de l'édition médicale. À l'encre noire audacieuse, la citation désignée se lisait « Cassandra E. Davis, bachelière ès sciences, chercheuse principale ». Pendant que je réécrivais les règles de l'immunothérapie,
mon père essayait désespérément de maintenir son illusion de supériorité dans sa riche banlieue. Mais les fondations de son royaume perdaient de l'argent à vue d'œil. L'entreprise biotechnologique de Bradley était un trou noir de dettes. Il avait loué des espaces de bureaux haut de gamme et passait ses journées à des déjeuners coûteux tout en ne produisant aucun produit tangible. Pour financer la mascarade, Gregory et Cynthia avaient liquidé leur portefeuille de retraite et contracté une deuxième hypothèque sur leur maison coloniale. Ils se noyaient, mais Gregory a redoublé ses habitudes prétentieuses pour maintenir son aura. C'était un mardi après-midi au début de l'automne lorsque le numéro trimestriel du New England Journal of Medicine est arrivé dans sa boîte aux lettres. Les arbres qui bordaient sa rue prenaient des teintes vives d'orange et d'or. Gregory s'est garé dans son allée, a ramassé le courrier et est entré dans sa maison calme et vide. Cynthia était sortie à une vente aux enchères silencieuse pour maintenir les apparences sociales, et Bradley était prétendument à une réunion de capital risque. Gregory est allé dans son bureau privé, s'est versé 2 doigts de scotch single malt de 18 ans d'âge et s'est assis dans son fauteuil en cuir préféré. Il a ouvert la revue médicale, avec l'intention de trouver un article dense auquel il pourrait vaguement faire référence lors de sa partie de golf le lendemain matin pour paraître intelligent. Il a parcouru la table des matières et s'est arrêté sur l'article principal, une nouvelle voie dans l'immunothérapie cellulaire ciblée. Il a tourné à la page 42 et a commencé à lire le résumé. Il a été véritablement impressionné par l'étendue des données, ressentant une poussée d'arrogance par procuration simplement pour avoir compris les concepts de base. Puis ses yeux se sont baissés vers les crédits d'auteur imprimés en caractères gras au-dessus du texte principal. Il a lu le nom du chercheur principal et a cessé de respirer. Il a enlevé ses lunettes de lecture, les a essuyées avec un chiffon en microfibre et les a remises sur son visage, se penchant plus près de la page sur papier glacé. Les lettres sont restées dans leur formation exacte et indéniable. Cassandra E. Davis, chercheuse principale. La réaction physique a été viscérale. Ses mains ont commencé à trembler violemment. Il a tendu la main vers son verre de scotch pour s'ancrer, mais ses doigts manquaient de coordination. Ses jointures ont effleuré le bord en cristal, et le verre a basculé, renversant le liquide ambré sur sa table en acajou poli et trempant son coûteux tapis perçant. Il n'a pas bronché. Il a juste fixé la page. Son esprit a essayé de rejeter l'information, se disant que c'était un nom courant ou une coïncidence. Il a composé le numéro de Cynthia, la voix fine et creuse. Quand elle a répondu, il a balbutié que la chercheuse principale dans la revue portait son nom. Cynthia a soupiré, lui disant que c'était une coïncidence et que j'étais toujours en train de laver des cheveux en centre-ville. Mais Gregory avait besoin d'une confirmation visuelle. Il a ouvert son ordinateur portable avec des doigts tremblants, naviguant vers l'annuaire de recherche de l'Université d'État. Il a cliqué sur le département d'immunothérapie cellulaire et a fait défiler au-delà du chef de département. Puis il s'est arrêté. La photographie haute résolution de moi dans une blouse blanche impeccable regardant directement la caméra avec un sourire calme et confiant s'est chargée sur son écran. Sous la photo, on pouvait lire Cassandra Davis, chercheuse clinique principale. La hiérarchie qui le plaçait au sommet de l'accomplissement humain s'est effondrée en quelques secondes. La fille qu'il disait être trop stupide pour la science le regardait depuis le sommet de son propre monde vénéré. Le verre s'était complètement brisé. 7 jours après l'arrivée de la revue dans les kiosques, l'Université d'État a organisé son symposium clinique annuel. Ce n'était pas un événement mineur du campus. L'auditorium était une merveille architecturale de verre et de bois conçue pour accueillir des lauréats du prix Nobel et des titans de l'industrie. La liste des invités a été impitoyablement organisée, remplie de cadres pharmaceutiques, d'investisseurs en capital risque et des oncologues les plus distingués de la côte. Des millions de dollars de subventions et de brevets étaient décidés dans cette même pièce. Je me tenais en coulisses dans la salle verte, portant un tailleur bleu marine sur mesure et une chemise blanche impeccable, mes cheveux tirés en arrière dans un chignon élégant. J'ai regardé mes mains reposant sur mon portfolio. Les taches d'eau de Javel avaient disparu, remplacées par les légères callosités d'une chercheuse. Il y a 4 ans, j'étais une fille terrifiée faisant un sac de sport dans le noir. Aujourd'hui, j'étais la conférencière principale lors d'une conférence mondiale. La peur avait disparu. Seules les données restaient. Le docteur Donovan se tenait à côté de moi, offrant un sourire rare et authentique alors qu'elle ajustait mon revers. Elle m'a dit de montrer à l'establishment médical ce qui se passe lorsqu'il sous-estime les gens discrets. Les haut-parleurs ont grésillé et après une brève introduction, elle a appelé mon nom. Je suis sorti de derrière le rideau de velours.
Les lumières de la scène étaient aveuglantes, jetant une brume blanche sur ma vision. Mais alors que j'ajustais le microphone au podium en acrylique, les centaines de visages dans les sièges à plusieurs niveaux sont devenus nets. J'ai cliqué sur la télécommande et une image haute résolution des cellules tumorales en dégradation a illuminé l'écran géant derrière moi. Ma voix était claire et stable alors que j'expliquais le séquençage complexe des protéines et le processus de démantèlement des récepteurs. Je commandais la salle avec l'autorité inébranlable de quelqu'un qui avait passé 2 ans à disséquer la maladie. J'ai vu des chirurgiens de haut niveau hocher la tête et des représentants pharmaceutiques prendre des notes frénétiques. 10 minutes après le début de la conférence, j'ai balayé le public pour établir un contact visuel avec les premiers rangs. Mon regard a balayé l'allée et puis mon cœur a cogné contre mes côtes. Assis au 2e rang, directement dans mon champ de vision, se trouvaient Gregory, Cynthia et Bradley. Ils n'étaient pas censés être là. Le symposium exigeait des accréditations exclusives, mais je savais que Gregory avait probablement forcé son chemin, fabriquant une histoire sur le fait d'être le fier père de la conférencière principale. Mon père était assis sur le bord de son siège, tenant son smartphone bien haut pour m'enregistrer. Il ne regardait pas les données. Il regardait autour de lui les médecins distingués près de lui, jouant le rôle du patriarche visionnaire. Il hochait la tête à mes explications chimiques comme s'il me les avait personnellement enseignées, diffusant sa fausse propriété de mon succès à la foule d'élite. Cynthia était assise à côté de lui, portant un foulard en soie de créateur et des perles, vibrant presque d'une admiration maternelle exagérée. Elle avait l'air d'une femme qui avait passé sa vie à soutenir mes rêves au lieu d'une femme qui avait suggéré que la cosmétologie était ma limite. Et puis il y avait Bradley. Il ressemblait à un fantôme creux. Son costume sur mesure pendait lâchement sur sa silhouette, soulignant une perte de poids soudaine et malsaine. Il était pâle, sa posture était défensive et ses yeux étaient sombres de ressentiment amer. L'enfant prodige était forcé de regarder la sœur dont il s'était moqué livrer une classe de maître à l'élite mondiale. Pendant une seconde dangereuse, le fantôme de cette brochure rose a traversé mon esprit, et j'ai ressenti la vieille envie de me recroqueviller et de m'en remettre à l'autorité de mon père. J'ai agrippé les bords du podium en acrylique jusqu'à ce que le plastique s'enfonce dans mes paumes, m'ancrant dans le sol. Je n'étais plus dans leur cuisine. J'étais dans mon arène. J'ai regardé directement dans l'objectif de la caméra de mon père et je n'ai pas faibli. J'ai élevé mon vocabulaire et j'ai parlé avec une précision clinique rapide qui ne laissait aucune place au doute. J'ai prouvé que je possédais la science. J'ai terminé par un résumé des essais à venir et j'ai reculé. L'auditorium a explosé. Des centaines de leaders de l'industrie se sont levés dans une ovation debout assourdissante. J'ai regardé en bas vers le 2e rang. Gregory et Cynthia poussaient déjà agressivement au-delà des autres cadres, désespérés d'atteindre la scène pour réclamer leur prix. Mais je détenais les clés d'une porte qu'ils ne pourraient jamais déverrouiller. Le rugissement de l'auditorium était une force physique alors que je descendais les escaliers recouverts de moquettes depuis la scène. Les représentants pharmaceutiques descendaient déjà rapidement les allées, tendant des cartes de visite et voulant des droits de licence. Le docteur Donovan se tenait comme une barrière redoutable entre moi et la foule. Soudain, une voix théâtrale retentissante a percé le murmure professionnel. « Faites place, s'il vous plaît. C'est ma fille là-haut. » Gregory se frayait un chemin, utilisant ses larges épaules pour intimider les gens hors de son chemin. Il avait besoin que les milliardaires dans la pièce sachent que ma brillance appartenait à sa lignée. Cynthia suivait, son visage étiré en un sourire large et désespéré, jouant le rôle de la mère nourricière pour quiconque regardait. « Notre fille, le génie », a annoncé Gregory, sa voix résonnant au plafond. Il a atteint le cercle intérieur et a ouvert grand les bras, un geste grandiose conçu pour forcer une étreinte publique et me faire ressembler à l'enfant adoré. Il a supposé que la pression de la foule me forcerait à obtempérer. Il a supposé à tort. Alors qu'il s'élançait en avant, j'ai simplement levé ma main droite, bloqué mon coude et pressé ma paume plate fermement contre le centre de sa poitrine. Le blocage physique était rigide et inflexible, l'arrêtant net dans son élan. Le rire retentissant est mort dans sa gorge et les investisseurs environnants se sont tus. Je l'ai regardé directement dans les yeux et j'ai parlé avec un détachement clinique. « Gregory, ai-je dit, que fais-tu ici ?» Le son de son prénom l'a frappé comme un coup physique. En 26 ans, je ne l'avais jamais appelé autrement que papa, un titre qui symbolisait son autorité. Le dépouiller de ce titre devant ses pairs était une rétrogradation indéniable. Sa façade d'entreprise s'est fissurée, révélant une véritable panique.
Elle a murmuré qu'ils me célébraient et qu'ils étaient ma famille. Cynthia a tendu la main, ses doigts manucurés tremblants alors qu'elle essayait d'attraper mon bras, murmurant à quel point ils avaient toujours su que j'avais un potentiel extraordinaire. J'ai regardé la femme qui m'avait dit que la cosmétologie était ma limite, et qui m'avait appelé un fardeau médiocre quand j'ai trouvé les papiers de renvoi de Bradley. À la traîne derrière eux se trouvait Bradley, ressemblant à un homme marchant vers son exécution dans un costume trop grand. Il a refusé de croiser mon regard. Un associé principal d'une société de capital risque s'est raclé la gorge et a demandé s'il y avait un problème. Gregory s'est empressé d'affirmer sa domination, disant à l'investisseur qu'il était Thomas Davis et qu'il avait financé mes premières études et que nous explorions des applications commerciales ensemble. C'était un mensonge à couper le souffle. Il essayait de monétiser l'intellect qu'il avait rejeté. Je me suis tourné vers l'investisseur avec un sourire professionnel et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, juste des invités inattendus de mon passé. J'ai dit à l'investisseur de laisser sa carte à mon chef de département. Puis je me suis retourné vers Gregory, Cynthia et Bradley. Leur désespoir était une chose tangible dans l'air. Nous n'allons pas avoir cette conversation au milieu d'un symposium, ai-je dit, ma voix aussi tranchante qu'un scalpel. Suivez-moi. Je leur ai tourné le dos et j'ai marché vers les portes insonorisées de la salle verte privée. Je les éloignais de leur public et les conduisais directement dans une confrontation avec la réalité qu'ils n'oublieraient jamais. La lourde porte en chêne de la salle verte s'est refermée avec un clic et le joint acoustique s'est engagé, coupant le rugissement de la foule. Dans le silence soudain et étouffant, la chaleur performative s'est évaporée des visages de mes parents. Gregory a instantanément abandonné la routine du père fier, son épaule se raidissant et son sourire se transformant en un froncement de sourcils dur et familier. Il a desserré sa cravate en soie d'un coup sec, n'étant plus un père se prélassant, mais un monarque régnant embarrassé par un sujet désobéissant. Les larmes fabriquées de Cynthia se sont taries alors qu'elle inspectait le rembourrage en peluche avec une envie non dissimulée. Bradley est resté près de l'embrasure de la porte, l'air frêle et croisant les bras dans une faible tentative de projeter de l'autorité. Gregory a fait 2 pas lourds vers moi et a aboyé. Est-ce ainsi que tu accueilles ta famille? Il a utilisé le ton exact conçu pour me soumettre. Il m'a dit qu'après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, je l'avais traité comme un étranger et je l'avais fait passer pour un idiot devant ses pairs. Je ne me suis pas recroquevillé. Je lui ai dit qu'il s'était lui-même fait passer pour un idiot en essayant de se présenter comme mon soutien financier à un homme qui gère des acquisitions d'1 milliard de dollars. Bradley a laissé échapper un petit rire amer et saccadé et a ricané en disant que je n'étais qu'une assistante de premier cycle qui avait eu la chance de laver la bonne éprouvette. Je n'ai pas défendu mes références. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon portfolio et j'ai sorti la brochure de cosmétologie rose délavée d'il y a 4 ans. J'ai traversé le tapis et je l'ai tendue à Gregory. Il l'a prise, et alors qu'il réalisait ce que c'était, la couleur de la colère a quitté son visage. Sa posture arrogante s'est effondrée. « Tu n'as rien fait pour moi », ai-je déclaré, chaque mot étant une frappe chirurgicale. Je lui ai dit qu'il avait financé les mensonges de Bradley tout en me tendant une insulte. Je lui ai dit que j'avais lavé des cheveux jusqu'à ce que mes mains saignent pour payer mes crédits pendant qu'il faisait semblant de lire des revues médicales. Il n'a pas compris. Cynthia a de nouveau essayé ses larmes manipulatrices, pleurnichant qu'ils avaient fait une erreur et qu'il m'aimait. J'ai fait un pas en arrière hors de sa portée. Je lui ai dit qu'elle ne m'aimait pas. Elle aimait l'influence et les investisseurs que je m'assurais maintenant. Gregory a écrasé la brochure rose dans son poing et a désespérément pivoté. Il a admis qu'ils avaient tort, mais a ensuite affirmé qu'ils étaient une famille dans une situation catastrophique et qu'ils avaient besoin de mes ressources. Il a avoué que l'entreprise de Bradley était en difficulté, qu'ils avaient liquidé leur retraite et contracté une 2e hypothèque, et qu'ils se noyaient. J'ai coupé court à son jargon d'entreprise et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de start-up. Il avait subventionné une fraude pour protéger son ego. Cynthia a demandé comment je pouvais être si cruel alors que Bradley était sous pression, mais je lui ai dit qu'il s'était ruiné en essayant d'acheter une réalité qui n'avait jamais existé. Gregory a fait un autre pas en avant et m'a exhorté à recommander l'entreprise de Bradley à mes investisseurs pour sauver la famille. Je les ai regardés avec un détachement clinique. Je leur ai dit que je n'avais pas besoin de présenter Bradley aux investisseurs car je n'avais plus besoin d'investisseurs. Mon brevet avait été acquis hier matin. La cupidité a envahi leur visage lorsque Gregory a réalisé que l'acquisition portait sur une somme à 7 chiffres élevés. Il a commencé à planifier comment utiliser mon argent pour effacer leurs dettes.
Mais j'ai sorti un document juridique et je lui ai dit qu'il n'en était pas question. Les fonds ont été transférés dans une fiducie irrévocable sécurisée. 60% étaient destinés au laboratoire du Dr Donovan et 40% étaient destinés à la fondation Cassandra Davis pour offrir des bourses d'études complètes aux étudiantes en biochimie défavorisées. J'ai croisé le regard de mon père et j'ai délivré la vérité finale. J'utilise ma richesse pour financer exactement le type de fille que vous avez essayé d'envoyer à l'école de beauté. Je lui ai dit que pas un seul centime ne toucherait jamais leur compte bancaire. Cynthia a laissé échapper un gémissement aigu et dévasté lorsqu'elle a réalisé que son style de vie immaculé avait disparu. Grégory a laissé tomber le document juridique à côté de la brochure rose froissée. Il était un homme fauché et désespéré se tenant dans mon ombre. Cynthia a attrapé ma manche, implorant la loyauté, mais j'ai décollé ses doigts. La biologie fait de nous des parents, ai-je dit. La loyauté fait de nous une famille. Je leur ai dit de ne plus me contacter et que la sécurité les escorterait vers la sortie. Je suis sorti de la pièce, laissant la porte se refermer avec un clic, les piégeant dans le silence de leur propre création. Je suis entré dans le hall de réception en me sentant détaché et libre pour la première fois. J'ai trouvé ma vraie famille, le Dr Donovan et mon équipe de recherche. Elle m'a tendu une coupe de champagne et apporté un toast à une chercheuse qui prouve que les éléments les plus résistants sont forgés sous haute pression. Je ne ressens pas une seule goutte de culpabilité. Je n'ai pas causé leur faillite. Je refuse simplement d'être le canot de sauvetage d'un navire en perdition à bord duquel je n'ai jamais été invité. Poser une limite, c'est de l'autopréservation, pas de la vengeance. J'ai choisi le but. Maintenant, notre fondation veille à ce qu'aucune aspirante scientifique n'ait à laver des cheveux pendant 9 heures par jour juste pour se payer un cours de chimie. C'est mon véritable héritage. Le succès est la réponse ultime à la toxicité. Et lorsque vous construisez une vie avec un but authentique, les opinions des personnes qui ont essayé de vous briser cessent tout simplement d'exister. Je suis parti ce jour-là sans une once de culpabilité, les laissant se noyer dans la ruine financière qu'ils avaient construite de leurs propres mains. Mais les gens me disent constamment que la famille, c'est le sang, et que garder rancune me rend aussi froide que mon père. Dites-moi, pensez-vous que j'ai franchi une ligne en coupant définitivement les ponts avec eux, ou est-ce que les abandonner à leur sort était le seul moyen de vraiment protéger ma paix? Ai-je tort? Merci beaucoup d'avoir regardé. Si le parcours de Cass, qui a transformé un rejet absolu en un succès indéniable, a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer les drames familiaux fous que nous découvrirons ensuite. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous écrivez votre propre héritage.